Et bonjour à tous, bienvenue à la récupération du chapitre 6. Ça devrait durer, je dirais 1 heure dépendant de vos questions. Mais on va voir ça. On va partir du guide d'études qui est disponible sur la planification. Et par la suite, on va changer, on va voir les exercices, on va avoir des problèmes. Je pense on va avoir de quoi s'occuper pour la prochaine heure. Donc, sans plus attendre, je partage mon écran et je commence officiellement la récupération. Euh, Tiens, Yasmine, bonjour. Euh, donc voilà, vous avez sur votre drive, et ça je vais y référer beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le drive que vous pouvez voir. Donc, chimie, planification, sur votre planification. Il y a énormément de vidéos, de contenu là-dedans. Donc, je vais partir du guide d'études, mais il y a énormément de choses, des vidéos, des exercices supplémentaires. Et ben, on va partir de tout ça. Et n'hésitez pas à me poser des questions plus directes si vous le désirez. Donc, ouvrir dans Notability et une nouvelle note. Et c'est important. Euh, Donc, tout d'abord, on vous demande de déterminer la vitesse de n'importe quel réactif ou de n'importe quel produit. Et pour ça, ben oui, il faut savoir qu'on est capable de faire des rapports stoichiométriques. Donc, on est capable de faire des rapports stoichiométriques comme on en a toujours fait, mais cette fois-ci, des rapports stoichiométriques de vitesse. Pour pouvoir faire des rapports stoichiométriques de vitesse, je vous rappelle, on peut faire en mol lorsque c'est un solide, un liquide, un gaz ou un aqueux, communément appelé tout le temps. On est capable de faire des rapports stoichiométriques de vitesse en mol, alors que lorsqu'on est en mol par litre, c'est uniquement pour les gaz et pour les aqueux qu'on pourra faire nos rapports stoichiométriques. Et ça, c'est le début, la première fois qu'on voit la différence entre les gaz et les aqueux pour les concentrations. C'est ultra important, ça va revenir extrêmement souvent, soit quand on est en train de faire l'expression de la vitesse générale, soit qu'on est en train de faire on est en train de voir les facteurs. Il faut comprendre que la concentration, les deux seuls états où la concentration peut changer, c'est lorsqu'on est en gaz ou en aqueux. Donc, solide et liquide, eux, ne changent pas leur concentration et donc on ne peut pas faire des rapports de concentration pour les solides et pour les liquides. Oui, Arish. Pour l'équation de la vitesse générale, on peut utiliser peu importe l'unité de mesure. C'est uniquement en mol par litre seconde dans l'expression de la vitesse générale, mais ça, je vais y revenir plus tard. Ah, mais je voulais dire, genre, quand on dit genre vitesse de A Ouais, sur A. ça, c'est juste en mol ou en mol par litre seconde. Ok, c'est bon, merci. Donc voilà, donc comment on va déterminer la vitesse de n'importe quel réactif ou produit? Ben, c'est comme ça, c'est en faisant des rapports stoichiométriques de vitesse. Si on veut connaître les unités possibles, ben, connaître les unités possibles, il n'y a pas 1000 façons de le savoir. C'est le fameux tableau qui est ici. Donc, ce tableau-là qu'on a utilisé souvent, et en fait, que moi j'ai utilisé souvent. Vous, est-ce que vous l'avez utilisé souvent? À vous de me le dire. Mais c'est ce fameux tableau-là qui vous dit que faites attention. Encore là, on remarque pour les moles par litre, c'est pas pour les solides ni pour les liquides, ça j'en ai parlé. Mais là, il y a plusieurs autres choses. On remarque que pour les aqueux, on ne peut pas être en grammes par seconde. Peut-être que vous faites l'erreur dans votre laboratoire. Les moles par seconde, c'est une unité universelle. Et finalement, les kilopascals, ben, c'est juste pour les gaz, sans grande surprise. Oui, Justine. Est-ce qu'on pourrait faire un numéro où on change l'unité de vitesse? Genre, on passe par toutes. Oui, très bonne idée. On va faire ça. Je vais finir ce point-là, puis après ça, on fera un exercice. Très bonne idée. Ok, merci.
Après ça, transformer des unités, c'est ça qu'on va faire avec notre exemple. Ben oui, il faut être capable de passer d'un à l'autre. Trouver la vitesse produite par la vitesse générale ou par rapport stoichiométrique. Ça, on va aussi le faire dans l'exercice. Et finalement, je vais parler de vitesse instantanée et moyenne un peu plus tard. Donc, si je vous dis on va dire la vitesse générale est égale à 5 fois la concentration du, je ne sais pas moi, CO2 à la 2. Donc ça, c'est l'expression de la vitesse générale. Et la réaction, ça va être CO2 donne du C plus du O2. Par exemple, on va commencer ça de même. Et je veux, si la concentration du CO2 est égale à 3 mol par litre, quelle est la vitesse du O2 en on va dire que c'est gazeux, on va dire que c'est gazeux en mol par litre seconde. Et c'est quoi la vitesse? Ça, c'est le A. Et B, c'est quoi la vitesse du C en grammes par seconde? Est-ce capable de pousser ça un peu plus? OK, là, ça va être quelque chose de plus beau. Donc, voici la réaction. C'est 2 CO2. Ça serait le problème au complet. Donc, il n'y a aucune information que vous avez trouvée par vous-même. Le problème, ça serait, sachant que le CO2 réagit, se décompose de la façon suivante et que l'expression de la vitesse générale est la suivante. Donc, la vitesse générale, c'est 5 fois la concentration du CO2 à la 2. À une concentration de CO2 de 3 mol par litre, quelle sera la vitesse du O2 en mol par litre seconde et quelle sera la vitesse du CO en grammes par seconde. Donc là, je sais qu'on n'a pas encore revu, mais ça nous parle tout de suite de l'expression de la vitesse générale. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le CO2, il est à la 2. On dit donc que c'est d'ordre 2. Et le 5 ici, c'est la constante de vitesse. Notre cas, il est de 5. Si j'avais mis des unités, ça serait quoi? Ça serait des litres par mol seconde. Comment c'est ça? Parce que, comme on est d'ordre 2, les unités pour ordre 2, c'est litres par mol seconde. Pas besoin de le connaître par cœur. Vous avez, pas ce tableau-là. Voyons. Celle-là. Qui nous dit beaucoup plus bas. Ah, désolé. Lorsqu'on est ordre 2, les unités sont de litres par mol seconde, donc ça pourrait être très très bien à voir sur votre feuille aide-mémoire. Qu'est-ce que ça nous dit? On veut la vitesse du O2. On veut la vitesse du O2 en mol par litre seconde. Cette vitesse générale-là, dans l'expression de la vitesse générale, elle est toujours en mol par litre. OK, ça, il faudrait que je rajoute. Je le rajoute. Si la concentration du CO2 est de 3 mol par litre dans 3 litres. Tiens, on va prendre un autre chiffre. Dans 4 litres. Donc, il aurait fallu que je vous donne le volume. Désolé, Justine m'a déstabilisé en demandant un problème. À l'examen, ne vous en faites pas. Vous allez avoir toutes les bonnes données. Je n'aurai pas besoin de les rajouter. Mais là, je vous donnais aussi le volume qui était dans 4 litres. Donc, la vitesse générale, c'est toujours en mol par litre seconde dans cette expression-là. Et cette vitesse générale-là, c'est la vitesse, pas du CO2, pas du CO. Ça serait la vitesse du O2 ou la vitesse de n'importe quelle, donc la vitesse générale, c'est la vitesse du CO2 sur 2, c'est la vitesse du CO sur 2 et c'est la vitesse du O2 sur 1, c'est-à-dire c'est la vitesse sur notre coefficient de notre réaction.
Et donc, pour trouver la vitesse générale en mol par litre seconde, je vais mettre ça d'une autre couleur parce que c'est le corrigé, ben c'est la vitesse générale, c'est égal à 5 fois la concentration. Les crochets veulent dire concentration. Et on sait, nous, on veut savoir la vitesse à 3 mol par litre. Donc, c'est la vitesse fois 3 à la 2. Ça nous donne donc une vitesse de 45 mol par litre seconde. Ça, c'est la vitesse générale. Cette vitesse générale-là, c'est également la vitesse du O2 parce que le O2 a un seul de coefficient. Donc, on a une vitesse générale et une vitesse de O2 qui est de 45 mol par litre seconde. Si je voulais avoir la vitesse du CO, donc pour avoir la vitesse du CO en grammes par seconde, ben, on sait que le CO, comme il est comme il y a un 2 ici, on va devoir faire des rapports stoichiométriques de vitesse. Là, je ne vous ai pas donné l'état du CO pour complexifier la tâche. Je vais le mettre en liquide, par exemple. En le mettant en liquide, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est qu'on ne peut pas dire que la vitesse du CO est égale à 2 fois la vitesse générale est égale à 90 mol par litre seconde, parce que comme le CO il est liquide, on ne peut pas être en mol par litre seconde. Comme le CO il est liquide, on n'aura pas le choix de travailler en mol par seconde, pas en mol par litre. Conséquence, il va falloir que je change cette vitesse qui est en mol par litre en mol par seconde. Je sais que j'ai 45 mol par litre seconde. Ça veut dire quoi, ça? C'est que j'ai 45 mol dans chaque litre à chaque seconde. Si je suis dans 3 litres, ben, étant dans 3 litres, je vais avoir 3 fois plus. Et là, si ça fait tort, je vais faire les calculs sur ma calculatrice. Désolé, ne dites pas à votre prof de maths que j'ai fait ce calcul-là sur ma calculatrice. Ça me donne donc 135. On remarque que les litres s'annulent. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des mols par seconde et c'est ce que je veux. Ce qui veut dire qu'on est à 135 mols par seconde. Justine, vas-y. Je vous ai trompé, c'est 4 litres qu'on utilisait. Ah, merci. 45 fois 4, 180. Ça me donne donc 180 mols par seconde. Ce nombre de mols par seconde-là, c'est la vitesse générale. Comme nous, on a une vitesse de CO, bien, la vitesse du CO, on doit faire des rapports stoichiométriques. Là, je vais juste rapetisser un peu pour qu'on revoie l'expression. Le CO, comme il y a 2 de coefficients, il y aura 2 fois plus que la vitesse générale. Donc, ça va nous donner 180 mols par seconde multiplié par 2. Ça nous donne donc 360 mol par seconde. Donc, pourquoi je l'ai multiplié par 2? Ben parce qu'on se rappelle, la vitesse générale, c'est la vitesse du CO sur son coefficient sur 2. Donc, en isolant la vitesse du CO, c'est comme la vitesse générale fois 2. Là, on est très proche. On veut savoir c'est quoi la vitesse en grammes par seconde, pas en mol par seconde. Et pour ça, on va avoir besoin de la masse molaire. On sait que les 360 mols, c'est quelle masse? Alors qu'on sait que la masse molaire du CO, c'est 12,01 et celle du O, c'est 16. Ça me donne donc 26,01 grammes pour une mol. Donc, multiplier ça par 360 et ça nous donnera 10 083,6 grammes. C'est notre valeur de Y. Et ce nombre de grammes-là, comme le 360 mol était par seconde, c'est ce nombre de grammes-là par seconde. Notre vitesse sera donc de 10 083,6 grammes par seconde et c'est la réponse qu'on recherche. Voilà pour un problème. Justine, est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais par exemple, j'ai pas la même réponse que vous. OK. À partir de où?
Ben, le 10 083, là. 26.12.01 plus 16, ça donne 26. Ah, 28. C'est 28.01. Fait que j'ai utilisé 28.01. Ouais, 360. 10 000. Ouais, c'est ça. C'était une erreur que j'ai écrit, mais c'est la bonne réponse, le 10 083.6. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Lydia. Il y a un truc que j'ai pas compris. Quand on fait pour la vitesse générale, le 5 fois 3 à la 2, vu que je comprends pas vraiment comment on arrive à, pour l'unité à mol par litre seconde, parce que vu que, genre, vu qu'on on multiplie le K, puis genre, puis c'est litre sur mol, ben, ouais, litre sur mol par seconde, puis la concentration c'est mol par litre, je comprends pas vraiment. Fait que c'est le K fois la concentration de CO2 à la 2. Fait que notre K est en litres par mol seconde et le CO2 est en mol par litre à la 2. D'accord avec moi? La loi Ouais, des exposants nous dit que c'est mol 2, litre 2. Et donc, mol se simplifie avec mol, litre se simplifie avec litre. J'ai donc des mols par litre seconde. C'est ce qu'on recherche. Ok, merci, j'avais pas vu le O2. Puis à chaque fois, quand, pour la concentration, on doit toujours la mettre en mol par litre avant de la multiplier avec le K. Toujours. En vitesse générale, ça, c'est toujours en mol par seconde, un mol par litre seconde, puis ça, c'est toujours en mol par litre. Toujours. Ok, c'est bon, merci. Il y a d'autres questions sur ce problème-ci. Niveau difficulté, je dirais difficile. Donc, ce ne serait pas très difficile, mais ça serait quand même, c'est quand même un numéro qui est assez difficile que vous devez comprendre. Génial. S'il n'y a pas de questions, poursuivons. Différencier et tracer des vitesses instantanées et des vitesses moyennes, ça ne se fait pas si bien que ça sur une tablette parce que j'ai besoin de montrer comment je mets ma règle. Mais si je prends une droite qui va monter comme ça et comme ça, donc ça ici, ça serait le temps 0. Ça ici, ça serait le temps. On va mettre ici 10, ici 20, ici 30. On va le faire rapidement parce que vous l'avez déjà fait en laboratoire, donc normalement, ça devrait bien aller. J'ai fait aussi une vidéo qui était beaucoup plus claire sur la planification, si ce n'est pas clair. Mais si je vous demande la vitesse des 10 premières, les 10 premières secondes, et là, on remarque que c'est une vitesse qui est sur un long intervalle, donc sur 10 secondes, ce qui veut dire que ça va être une séquente qu'on va faire. Comme c'est une séquente, ce qu'on va avoir, c'est euh, on va prendre le point à 10 secondes, on va prendre le point à 0 secondes, on a nos deux points, et donc on va juste avoir à relier cette droite-là entre les deux, et on a déjà nos deux points, le point 0, 0 et le point 10, blablabla. Et là, on va faire que la pente, parce que c'est toujours la pente qui est la vitesse, qui est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on va avoir notre blablabla moins 0 sur 10 moins 0 et ça va nous donner notre pente selon les unités. Par contre, si je vous demande la vitesse à 15 secondes. Donc, pour avoir la vitesse à 15 secondes, il faut que j'estime c'est quoi la pente ici. Pour estimer c'est quoi la pente ici, j'ai déjà mon point. C'est mon point 15 et la valeur qui est là, on serait capable de lire sur le graphique. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois. Je ne suis pas un expert comme vous. Donc, là, je vais.
Non, non. Donc là, comme vous remarquez, j'ai estimé c'est quoi la pente, là, est un petit peu... vous allez dire que je vais vous enlever des points si vous avez fait ça, et vous avez probablement raison. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus penchée comme ça. Ça. Comme ça, elle est plus belle. Donc, il faut estimer la pente pour voir c'est quoi ça. Donc, normalement, je devrais avoir le même intervalle ici que là pour la même distance. Donc, c'est à peu près le même angle que vous voyez. Et là, maintenant que j'ai tracé ça, ben, je vais avoir la tangente à ce point-là. Vous remarquez que la tangente peut être tout aussi bien en dessous de la courbe que si elle était à une vitesse à, je ne sais pas, je suis à combien, mettons 25 secondes. Mais là, je pourrais être au-dessus de la courbe. Ça ressemblerait plus à quelque chose comme ça. Donc, ça peut être soit au-dessus, soit en dessous de la courbe, mais l'objectif est d'estimer c'est quoi la pente à ce point-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a plus de questions sur une séquente et une tangente? Je ne veux pas en parler davantage. Oui, Lina. Pour la vitesse à 15 secondes, est-ce que vous avez dit qu'à chaque côté, il faut que ce soit le même intervalle? Bien, ce que tu devrais être capable de faire, de dire, c'est si ça, c'est mon point à 14, ça, c'est mon point à 16. Normalement, je suis à peu près à la même distance de la courbe à la droite. Fait que je ne peux pas être à quelque chose de même. Là, je l'amplifie. Si je suis comme ça, tu remarques que tu es beaucoup plus proche de la courbe à 16 qu'à 14. Puis, même concept, si on est comme ça, ben là, je suis beaucoup plus proche à 14 qu'à 16. Fait que là, c'est deux mauvaises courbes. La rouge, ça serait la bonne courbe. Donc, c'est à peu près comme ça que vous allez faire. Mais comme vous voyez probablement, parce que vous êtes rendus des experts, vous avez les trois questions à choix multiples. Vous avez les trois questions longues et il n'y a pas de graphique là-dedans. Ce qui veut dire que la question ne sera pas à long développement, elle sera à choix multiples. Conséquence, vous avez quand même un intervalle que vous allez trouver. Là, je ne vais pas être cochon dans mes choix multiples. Ok, merci. Voilà, donc on a déjà clenché 6.1, donc je peux dire que c'est terminé. Différencier des collisions élastiques des collisions efficaces et déterminer les conditions pour avoir des collisions efficaces. Je vous rappelle, pour que ça soit efficace, il faut avoir plus que l'énergie minimale, et cette énergie minimale-là, c'est l'énergie d'activation, et il faut qu'il se frappe avec le bon angle. Fait que si on remplit ces deux conditions-là, ben oui, on va avoir une collision qu'on appellera efficace. Pour bien comprendre le tout, c'est comprendre ce graphique-là. Ce graphique-là est probablement celui qui nous donne le plus d'informations sur est-ce que c'est une collision élastique ou une collision efficace. Vous remarquez que l'énergie cinétique est en X, et donc ici, j'ai une énergie cinétique, on ne voit pas très bien. C'est pas juste sur. On va dire que ici, je choisis une autre couleur, noir peut-être. On va dire que l'énergie cinétique est égale à 0 parce que c'est l'origine du X. Ici, on a l'énergie d'activation. Et là, ici, du côté ici, on est plus gros, on est à une valeur plus élevée que l'énergie d'activation. Dans certains graphiques, on dira aussi que c'est l'énergie minimale. Ce sont des synonymes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les particules qui sont ici, ils ont une énergie cinétique qui est plus petite que l'énergie d'activation. Comme ils n'ont pas l'énergie minimale, ils n'ont pas l'énergie d'activation, ils feront tous des collisions qu'on appelle élastiques. C'est uniquement celles-là qui sont à une énergie cinétique plus grande. Donc, l'énergie cinétique, elle est plus grande que l'énergie d'activation. C'est donc eux qui vont être capables de faire des collisions efficaces. On va faire des collisions efficaces si
il se rencontre avec le bon angle. Fait que dans un graphique de même, notre objectif, c'est d'avoir un maximum de valeurs qui sont à droite de cette barre-là, cette frontière-là, qu'on appelle l'énergie d'activation ou l'énergie minimale. Justine, vas-y. J'ai pas compris pourquoi vous avez affirmé que l'énergie cinétique, elle est plus grande que l'énergie d'activation. Parce que l'énergie cinétique, c'est ta valeur en X. Et donc, plus tu tasses vers la droite, ça veut dire plus ton X est élevé, donc plus tu as une grande énergie cinétique. Ok, c'est bon, merci. Sveta, vas-y. Mais l'énergie d'activation, c'est pas le complexe activé, Tout à fait. mais ça devrait pas être au bout au sommet. Ben, Quand on dépasse le sommet, c'est l'énergie. Fais attention. Tu mélanges ce graphique-là et ce graphique-là. Ce graphique-là, oui, ça, c'est l'énergie. Et donc, oui, ça ici, c'est ton complexe activé et ça, c'est ton énergie d'activation, ce qui veut dire que si deux molécules se rencontrent ici et là avec plus d'énergie que l'énergie minimale, l'énergie d'activation, mais oui, ils vont faire une collision efficace puis ils vont se rendre compte de l'autre côté. Donc, on remarque qu'ici, notre énergie, elle est en Y. C'est pour ça que notre valeur, notre complexe activé, ce qu'on regarde, c'est sa valeur en Y. Comme ici, on met l'énergie en X, on ne lit pas le sommet-là, ne nous intéresse pas. Ça nous donnerait le nombre de molécules, ce qui ne veut pas dire grand-chose, le nombre de molécules. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la valeur en X, c'est cette énergie minimale-là. Et cette énergie minimale-là, il faut la lire de gauche à droite pour savoir si elle est plus grande ou plus petite que l'énergie minimale. Et aussi, si vous me donnez un graphique comme ça à l'examen, est-ce que vous allez dire c'est où l'énergie d'activation, si c'est sur l'axe des X? Toujours. Ok, merci. Serena, vas-y. Je comprends pas comment l'énergie cinétique pourrait être plus grande que l'énergie d'activation comme sur le graphique. Comment on peut le lire? En fait, il y a des particules qui ont plus que l'énergie minimale. Il y a des particules qui ont moins que l'énergie minimale. L'énergie cinétique peut être plus grande que l'énergie d'activation parce que lorsque des particules se rencontrent, ben, ça se peut qu'il y en ait une qui se fasse accélérer par une autre, qui se fasse donner toute son énergie cinétique. Fait que celle-là va aller très, très vite. En allant très, très vite, elle va être capable de frapper très, très fort une autre molécule et d'être capable de frapper assez fort pour briser les liens qui sont entre les réactifs pour former les produits. Mais sur le graphique, ça serait comment, comme dessiné? Ben, c'est ça. Toutes les molécules bleues, il faut que tu les vois comme des molécules qui vont vite. Toutes les molécules rouges, il faut que tu les vois comme celles qui vont lentement. Et le mauve, c'est ça qui différencie les lentes des rapides. Les bleus peuvent réagir alors que les rouges ne peuvent pas réagir. Merci. Dalia, vas-y. Je veux juste savoir genre, le type de questions qu'on pourrait se faire poser par rapport à ça, comme ouais, allez-y. Ben, je pourrais te dire dans quelle partie les particules peuvent faire des collisions efficaces. Là, il faut que tu sois capable de me dire que c'est ceux qui sont, mettons genre un choix multiple, qui serait le A, le B, le C, puis le D. Je pourrais dire lesquels seraient capables de faire des collisions efficaces. La bonne réponse serait D. Ok, merci. Je pourrais, et là, c'est là-dessus qu'on va s'enligner, je pourrais te demander si j'augmente la température. Donc, si on augmente la température, de quoi devrait avoir l'air le graphique? Là, tu serais capable de me dire, en augmentant la température, ce qui va se passer, c'est qu'on augmente l'énergie cinétique des particules. Et donc, en augmentant l'énergie cinétique, ce que ça va faire, c'est que notre sommet, à la place d'avoir une énergie cinétique comme ceci, je vais avoir une énergie cinétique qui va être plus grande. Et donc, ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Qu'est-ce qu'on remarque?
ben, on remarque qu'il y a plus de particules qui ont... Oups, on va se mettre en bleu. Il y a plus de particules qui ont dépassé cette énergie minimale-là. Et c'est pour ça qu'en augmentant l'énergie cinétique, on a augmenté la vitesse de la réaction, par exemple. Oui, Yasmine. Dans le cas où genre l'énergie cinétique elle serait en Y, ce serait comme notre graphique? Ouais, exact. OK. Et après ça, je vous dis de connaître les 5 facteurs qui influencent la vitesse et savoir leur effet sur le nombre de collisions, sur le diagramme et sur la distribution. Je viens de faire la température sur le graphique qui était celui-ci. On peut également voir la concentration et le catalyseur inhibiteur sur ce graphique-ci. Si on regarde la concentration, si j'augmente la concentration du réactif, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir plus de molécules. S'il va y avoir plus de molécules, c'est que ça va être exactement la même courbe, mais elle va être plus haute à chaque fois. Si je double la concentration, ben, il y aura 2 fois plus de particules. Encore là, vous remarquez qu'en doublant la concentration, ben, il y a plus de particules qui sont du côté bleu, donc il y a plus de collisions efficaces qui va se faire. Finalement, si on change un catalyseur, c'est quoi un catalyseur? Ben, c'est une molécule qui va te permettre d'abaisser l'énergie d'activation. Donc, Harry, j'étais-tu sur les concentrations avant que je continue? Non, c'était... Non, c'est par OK. rapport au graphique. OK, bon, ben, je vais finir avec le catalyseur, pour ça, je prends ta question. Donc, le catalyseur, ce qu'il fait, c'est qu'il diminue l'énergie d'activation. Donc, comme il diminue l'énergie d'activation, ben, l'énergie d'activation sera plus petite, plus proche de zéro. Donc, voici un catalyseur. Le catalyseur aurait abaissé l'énergie d'activation. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que toutes ces particules-là, maintenant, pas juste initialement les bleus, mais maintenant toutes les nouvelles bleues ont l'énergie minimale. Donc, c'est pour ça que la réaction se passera plus rapidement. Si ce n'était pas un catalyseur, mais un inhibiteur, c'est le contraire. Ça va tasser notre particule, ça va tasser notre énergie minimale vers la droite, ça va l'augmenter. Et donc, il y aura moins de particules qui auront cette énergie minimale. Oui, arrête, vas-y. C'est un numéro dans le formatif, à la page 276. C'est le numéro 5, le D. Je n'arrive pas à comprendre c'est quel graphique que je devrais choisir entre le 3 et le 4. OK. Ce que tu dois voir, c'est que le concept de très rapide, lent et rapide, c'est parce que c'est une question d'énergie d'activation. Si l'énergie d'activation, elle est élevée, s'il y a une grosse énergie minimale, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de particules qui ont cette énergie minimale-là, donc la réaction sera lente. Qu'est-ce que tu peux conclure? Si elle est très rapide, ça veut dire que j'ai une très petite énergie d'activation, ce qui n'est pas le cas ici, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ici, j'ai une petite énergie d'activation. Et ici, j'ai une petite énergie d'activation. Donc, ces deux étapes-là seront très rapides. Après ça, j'ai une lente. Ben, celle-là, c'est une grande énergie d'activation. Celle-là, c'est une grande énergie d'activation. Les deux sont lents. Finalement, la dernière, on veut une rapide. Ben, ça ici, c'est une très, très grande, alors que ça, c'est plus petit. Donc, ça serait très rapide, ça serait lent, ça serait rapide. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable de déterminer que c'est le 3. Ok, merci. Sveta, vas-y. Dans le genre de problème avec les catalyseurs, comment on arrive, si vous ne donnez pas très lent, très rapide, ces trucs-là, comment on sait lequel est le catalyseur? Impossible. OK. Pour savoir c'est lequel qui est déterminé, c'est lequel le catalyseur. Mais un catalyseur, un catalyseur, c'est toujours quelque chose qui n'est pas dans le bilan. Il ne doit pas être un réactif, il ne doit pas être un produit. Il faut qu'il soit
au début un réactif et à la fin un produit. C'est sûr que lui, c'est pas un catalyseur, c'est un réactif. Lui, c'est un réactif, donc c'est pas un catalyseur. Lui, c'est un produit, c'est pas un catalyseur. Lui, c'est un produit, c'est pas un catalyseur. C'est nécessairement un de ceux qu'on a barrés. Vous remarquez que celui-ci, la première fois qu'on le voit, c'est un réactif, alors que toutes les autres, celui-ci, celui-ci, la première fois qu'on les voit, c'est des produits. Donc, c'est lui, oups, je vais prendre en bleu, c'est lui le catalyseur parce qu'il va être un réactif et après ça, il sera un produit, donc il va se régénérer. Les deux autres seront ce qu'on appelle des réactifs intermédiaires. Ça veut dire qu'ils sont présents au début, ils vont être créés au milieu de la réaction, mais ils vont réagir de nouveau. Donc, ça va être un réactif intermédiaire. On ne le reverra pas comme un réactif ou un produit. C'est juste un réactif qui va nous permettre de faire la réaction. Ok, merci. Avec tout ça, on a quand même très, très bien avancé. Pour les 5 facteurs, on remarque que je suis toujours en train de parler de ce graphique vert-là, parce que c'est juste lui qu'on a parlé. On va être capable de voir la concentration, la température et catalyseur inhibiteur. Les deux autres, on ne les reverra pas vraiment. Alors que dans ce graphique-ci, où la seule chose qu'on est capable de voir, c'est l'énergie d'activation, c'est juste les catalyseurs qu'on va être capable de voir, catalyseurs inhibiteurs. Toutes les autres seront invisibles, il n'y aura aucun changement sur ce graphique-là. Et ça, c'est textuel dans vos notes. Oups, je vais changer la couleur. Ça, c'est textuel dans vos notes, donc vous devez être capable de me dire que la concentration, ça augmente le nombre de collisions. La température, ça augmente le nombre de collisions et l'énergie cinétique, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ça va pour les facteurs qui influencent la vitesse de la réaction? Louisa, vas-y. Moi, je me demandais l'état de la matière, comme ça disait dans les notes de cours que ça affectait les trois facteurs, les trois paramètres, le nombre de collisions, l'énergie cinétique et l'énergie d'activation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est les trois et pas juste comme l'énergie ou le nombre de collisions? OK. Le nombre de collisions, ça va? Qu'un solide, comme ça ne fait que vibrer, ça fait moins de collisions qu'un liquide? Oui, ça va. Un solide, comme c'est un solide, nécessairement est à une température plus basse qu'un liquide, parce qu'il faut que tu chauffes le solide pour l'envoyer à liquide. Et donc, l'énergie cinétique des liquides va être plus grande que celle des solides. C'est pour ça que ça va plus vite. Et finalement, l'énergie minimale est un peu plus complexe. Faut un peu comprendre c'est quoi un solide. Mais un solide, si je prends, mettons, du NaCl, pourquoi il est solide? C'est parce qu'il va se lier à un autre Cl. Il va faire ce qu'on appelle des liaisons. On va y mettre d'une autre couleur. Ce qu'on appelle des liaisons intermoléculaires. Entre les molécules, c'est pas un lien chimique qui est ionique ou covalent. C'est ce qu'on appelle des liens intermoléculaires. Comme ces liens-là, il faut les briser. Nécessairement, c'est plus de liens à briser, donc l'énergie minimale elle est plus grande. Mais il n'y aura pas vraiment de question là-dessus. C'est juste pour... Juste pour être sûr aussi, merci pour ça. Et juste pour être sûr, est-ce que la masse et le volume du réactif, c'est pas un facteur. C'est parfait, merci. Fait que la masse des liquides et des solides ne change pas et le volume, si la concentration ne change pas, n'est pas un facteur non plus. Bel ajout, Louisa. Voilà, reconnaître quelle réaction sera plus rapide en regardant des équations chimiques, c'est ça qu'on va faire et c'est ça que vous devez être capable de faire. C'est ce que vous avez fait en laboratoire, donc être capable de reconnaître les facteurs. Et là, on s'attaque tout de suite
à ce 6.4-là, qui est la partie la plus complexe. Vous devez être capable d'identifier l'étape déterminante dans un diagramme énergétique. Si on a un diagramme énergétique qui est en plusieurs étapes, comme ceci, et finalement comme ceci, ben, on remarque que ça, c'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. L'étape déterminante, c'est toujours celle que son complexe activé est le plus élevé. Donc ici, ça serait la 4e étape, qui est l'étape déterminante. Donc ça, c'est déterminant, c'est le plus haut, alors que l'énergie d'activation la plus haute, c'est elle qui va être l'étape la plus lente. Voilà, c'est comme ça qu'on différencie les deux. C'est des définitions à savoir. Et si j'avais modifié, là, ça efface tout. Si je l'avais modifié pour qu'elle soit quelque chose comme ceci, ben, l'étape déterminante aurait été la 3e étape. C'est possible que la plus lente et l'étape déterminante soient la même. Dans ce cas-là, c'était le cas. Donc ici, c'est notre étape 3 qui est la plus lente, qui a la plus grande énergie d'activation, et également la déterminante parce que c'est elle qui est le plus haut. Et là, on s'attaque finalement à définir l'ordre de la réaction avec nos problèmes qui sont VG est égal à K, A à la X, B à la Y. Donc, petit problème classique. On va le faire tiens, on va prendre le temps. On va dire que c'est du H3PO4 plus du NaOH qui donne du Na3PO4 plus 3H2O. On va balancer tout ça, 3 et 1. Et on va voir que dans notre première expérience, concentration de l'acide, concentration de la base, donc du NaOH, et on va avoir une vitesse générale. Alors, c'est comme ça. On va avoir, on va faire des chiffres qui vont être faciles à faire. 2, 4, 8. Ici, on va avoir OK. La question que je vous pose, si la concentration de A est égale à 5 mol par litre et la concentration de B est égale à 3 mol par litre, quelle est la vitesse du NaOH? Donc, voilà, un problème, je pense que je vous aurais donné que ceci est aqueux, ceci est aqueux, ceci est aqueux et ceci est liquide. Donc, voilà. Oui, Justine, vas-y. Est-ce que vous pouvez remonter un peu? J'ai oublié de noter quelque chose. Vous venez de passer, ouais. C'est ce qu'on venait de faire, tout juste. Ah, c'est ici. Ok, c'est bon, merci. OK. Donc, vous avez un problème comme ceci. Vous reconnaissez ce tableau-là. Donc, vous devriez savoir que ce qu'on recherche, et là, ça, c'est la question, elle est en mauve, donc le corrigé va être en rouge. On recherche que la vitesse générale est égale à la K
un K qui est une constante fois la concentration de notre H3PO4 à la, on ne sait pas combien, fois la concentration de notre NaOH à la, je ne sais pas combien. Donc, ce que vous devez trouver, premièrement, c'est quoi les exposants. Et pour ça, il y a toujours les mêmes étapes à suivre. La première étape, c'est de s'assurer qu'il y a juste un réactif qui change. Donc, on veut s'assurer qu'il y a juste le A ou juste le B qui change. Comme ça, on va pouvoir voir l'impact du A ou du B sans voir l'impact de l'autre. Donc, ici, entre l'expérience 1 et l'expérience 2, vous remarquez que le B n'a pas changé. On peut voir l'impact du A. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Bien, vous remarquez qu'on a divisé par 2. Si ça vous déstabilise qu'on est divisé par 2, ça veut très bien dire qu'on a multiplié par 0,5. Si ça vous déstabilise que ça soit multiplié par 0,5, regardez-moi ça. Petit tour de passe-passe. On peut passer de là à là. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a multiplié par 2. Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Ça a fait que la vitesse générale, on l'a multiplié par 2. Donc là, ça, c'est notre première étape. On s'assure qu'il y a juste un réactif qui change. Deuxième étape, on trouve le facteur de vitesse. Dans ce cas-ci, c'est 2. Troisième étape, on trouve le facteur de on trouve le facteur de la concentration. Ici, le facteur de la concentration, c'est 2. Après ça, on trouve le facteur de la vitesse. Ici, notre facteur de vitesse, c'est 2. Et on trouve la réponse à notre facteur de concentration. Facteur de concentration à l'ordre est égal à notre facteur de vitesse. Et donc, ce sera toujours des entiers et ce sera toujours des nombres plus petits que 5, mais plus petits que 6, mettons, pour pousser l'audace. Et donc, oui, vous pourriez le faire en log, mais pas besoin d'utiliser le log. Sûrement, l'essai-erreur est suffisant. Donc là, on a notre facteur de vitesse, c'est 2. C'est notre inconnu, c'est x. On va pas prendre le rose parce que notre rose, c'était le facteur de vitesse. À la x est égal à 2. Parce que notre facteur de vitesse, c'est 2. On remarque donc que le x est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est 2 à la 1 qui nous donne 2. On peut donc conclure que le A est à la 1. Et donc, on peut conclure que le H3PO4, il est à la 1 dans notre expression de la vitesse générale. Si je fais la même chose pour trouver l'exposant de la base, donc du NaOH, même chose, il faut que je m'assure que je trouve un réactif, qu'il y ait juste le réactif qui change, la base qui change. Et donc, ça serait tentant de passer de là à là. Malheureusement, ici, le A change et le B change, donc on ne peut pas faire le tout. On doit s'assurer que le facteur A ne change pas. Donc, d'ici, le facteur A ne change pas. Je peux donc conclure que lorsque je vais quadrupler la vitesse, lorsqu'on passe de 2 à 8, donc on quadruple la vitesse, qu'est-ce que ça aura comme impact? Ça va faire 512 divisé par 8, ça va 64-upler notre vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Même concept, on dit que c'est 4 à la Y nous donne 64. Et donc, on peut l'essayer, essai-erreur, 4 à la combien donne 64? 4 à la 3. Et donc, on peut conclure que le Y est égal à 3. 4 à la 3 donne 64. Donc, le B, il est à la 3. Donc, ça nous donne
ainsi c'est comme ça qu'on va être capable de trouver nos exposants. Une fois qu'on a ça, on est capable de trouver c'est quoi le K. Donc, la vitesse générale est égale au K fois la concentration de notre H3PO4. Lorsque notre H3PO4, sa concentration est de 2 à la 1 et que le B, sa concentration est de 2 à la 3, ça nous donne une vitesse générale qui est égale à 8. Qu'est-ce qu'on va faire pour isoler? Bien, ça va faire 8 est égal à K fois 2 à la 3. Donc, K fois 2 à la 4, c'est 8. Donc, on va faire 8 divisé par 2 à la 4. Ça nous donne qui est égal à K. Notre K est égal à 0,5. Nos unités de ça, comme on est d'ordre 1 plus 3, on est d'ordre 4. Les unités, c'est les litres cubes par mol cube seconde. Encore là, je ne l'ai pas inventé. Ce que j'ai obtenu, c'est dans ce tableau-ci. Donc, quand c'est d'ordre 4, litres cubes par mol cube seconde. Est-ce qu'il y a des questions pour trouver que la vitesse générale, c'est 0,5, concentration de A à la 1, concentration de B à la 3? Marie-Ange, vas-y. Est-ce que vous pouvez monter le tableau? Mais je comprends pas pourquoi c'est 4 à la 3. Parce que on sait que pour passer de 8 à 512, la vitesse, elle est 64 fois plus grande lorsque la concentration de B est 4 fois plus grande. Fait que c'est 4 à la combien qui va te donner 64? Fait que c'est pas nécessairement 2. C'est pas nécessairement 2. Dans ton cahier, c'est tout le temps 2 parce qu'ils sont simples. Mais moi, j'aime ça pousser l'audace en rajoutant un petit peu de mathématiques de même. Ok, parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Zveda, vas-y. Pour trouver qui est la genre de formule, vous avez juste mis les concentrations du la première expérience? Oui, tout à fait. Pour les deux? Mais j'aurais pu, et c'est quelque chose qui va quand même vous sauver, pas vous sauver, mais c'est quelque chose qui peut vous rassurer énormément. Je pourrais très bien le tester. Donc, ma vitesse générale devrait être de 4 lorsque, là, je vais le faire avec la deuxième expérience pour la valider. Donc, ça fait 0,5 fois 1 fois 2 à la 3. Si je le fais 1 fois 2 à la 3 fois 0,5, ça me donne bien 4. Ben, c'est merveilleux. Je pourrais le tester avec la troisième expérience pour m'assurer que tout fonctionne. Mais oui, on peut le faire avec n'importe quelle des 3 expériences pour trouver le cas. Ok, merci. Sarah, vas-y. Est-ce que vous pouvez juste remonter un tout petit peu? Juste voir l'équation, c'est quoi? Ok. Pourquoi on n'aurait pas pu juste prendre les coefficients? Pourquoi on a dû faire ce tableau? Parce que dans ce cas-là, ça fonctionne, mais c'est juste une mauvaise coïncidence. Donc, vous proposerez qu'on fasse le tableau au lieu de juste regarder les coefficients, c'est ça? Je vous propose ça pour avoir vos points à l'examen. Ok, parce que ça marche pas. Parce que ça n'a pas marché. Là, ça a marché. Ok. Parce que j'ai fait le numéro rapidement, mais assurément que je ne prendrai pas les mêmes coefficients pour l'examen. Ok, c'est bon, merci. Une fois qu'on a tout ça, on recherche c'est quoi la vitesse du NaOH lorsque le A est de 5 et le B il est de 3. Donc, ça vient juste de plugger. Notre A il est de 5 mol, donc 0,5 multiplié par 5 à la 1 multiplié par 3 à la 3. Ça nous donne 0,5 fois 5 fois 3 à la 3. Ça me donne 67,5. Les unités de la vitesse générale, je les mettrai dans le tableau, mais elles sont
ils vont être écrits dans le tableau à l'examen, mais c'est toujours des moles par litre seconde. Et donc, la vitesse générale est toujours en moles par litre seconde. Pour avoir la vitesse du NaOH, bonne nouvelle, comme il est à queue, on peut très bien travailler en moles par litre seconde. Cependant, nous, la vitesse du NaOH, ça c'est la vitesse générale. Pour avoir la vitesse du NaOH, on sait que c'est la vitesse du NaOH sur 3 qui est égale à notre vitesse générale, parce que la vitesse générale, c'est la vitesse de n'importe quel réactif sur son coefficient. Et donc, 3 fois 67,5 nous donnera la vitesse de notre NaOH, ce qui donne 202,5 mol par litre seconde. Et ça, c'est la vitesse de ton NaOH. Et là, dans ma récup, j'ai fait des numéros des chiffres qui étaient faciles à faire. Et donc, ça a donné des très, très gros chiffres. Mais c'est extrêmement gros comme vitesse. Si vous arrivez à quelque chose comme ça à l'examen, posez-vous de sérieux doutes. 202 mol par litre à toutes les secondes, ça serait quelque chose qui exploserait, assurément. Donc, c'est sûr que ça va être quelque chose de petit. C'est quelque chose comme 0.000, ça va bien. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en notation scientifique, probablement c'est que vous êtes sur la bonne voie. Oui, Serena. Si on a comme la formule complète de rempli, juste il nous manque les deux exposants, qu'est-ce qu'on fait? T'as pas le choix. Ouais. T'as-tu le tableau? Je sais, non. Donc, si t'as pas le tableau, ben, nécessairement, tu vas avoir la vitesse générale est égale à une constante fois la concentration de A à la je ne sais pas combien, fois la concentration de B à la je ne sais pas combien. Mais assurément, il faut qu'il y ait des choses que tu saches. Et donc, comme c'est quand même le deuxième numéro de la préparation qui ressemble beaucoup à ça, je ne vais pas t'en dire davantage, mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu devrais trouver pour être capable de résoudre cette équation. Ok, merci. Cyrine, vas-y. En ce moment, vu qu'on utilise des concentrations, la vitesse générale est en mol par litre seconde, mais une vitesse générale, c'est pas forcément en mol par litre seconde, non? Dans cette expression-là, oui, c'est toujours en mol par... Dans ce type de problème-là, c'est toujours en mol par litre seconde, mais on peut aussi exprimer une vitesse générale en mol par seconde. Ok, donc si on a des vitesses en mol par seconde et qu'on cherche la vitesse générale est en mol par seconde. Exact. Donc, ça fait quand même le tour de ce que je voulais voir. Je pense qu'on a passé au travers du guide d'études. Oui, vas-y. Dans le cahier, pour les genres de tableaux avec pour le cas, à chaque fois c'était vitesse initiale et concentration initiale. Est-ce que c'est la même chose que vitesse générale? Oui, mais en fait, c'est parce que pourquoi c'est ça? C'est parce que cette vitesse-là, elle va être vraie uniquement lorsque la concentration va être de ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que au bout d'une seconde, dans mon expérience, au bout d'une seconde, mon NaOH va avoir perdu 202,5 mol par litre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout d'une seconde, j'aurai plus déjà de NaOH parce que j'en avais que 3. Et donc, comme la vitesse est influencée par la concentration est influencée par... Excuse-moi. La vitesse est influencée par la concentration. Comme lorsque la réaction va commencer, ta concentration va changer, ben, ta vitesse va changer aussi de façon directement proportionnelle. Si je diminue la concentration, je vais diminuer la vitesse. Fait que oui, ça va nous donner juste la concentration au début. Mais c'est aussi la vitesse générale. Ok, donc c'est la même chose.
C'est la même chose. Ok, mais j'ai pas compris aussi le truc de à chaque fois ça s'enlève Qu'est-ce par que seconde. qu'est-ce que ça veut dire? Que genre à chaque fois 207,5 OK. mol Ben, seconde. ce que ça dit, ça ici, ta vitesse qui est de 202 mol par litre seconde, ce que ça veut dire, c'est qu'au bout d'une seconde, ton NaOH va avoir consommé 202,5 mol par litre. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Après 2 secondes, ça serait 2 fois plus, donc ça serait 405 mol par litre. Et donc, plus le temps avance, plus ton NaOH va avoir une concentration qui est petite. Et donc, plus le temps avance, ton NaOH, sa concentration va diminuer. Comme celle du H3PO4, ça va diminuer aussi. Et donc, ta vitesse va diminuer plus le temps va avancer. Et c'est pour ça que ta vitesse n'est pas constante et qu'elle va faire, elle va faire comme une rationnelle, comme en fait, une exponentielle que vous avez pas encore vue. Mais c'est ça, cette formule-là. Et donc, au cégep, vous allez avoir du plaisir à tracer ces graphiques-là avec, comme la concentration change, la vitesse change, vous allez être capable de la dessiner. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste comprendre le concept. Donc, on va dire que c'est juste la vitesse de tout ça. Ok, merci. Et aussi à l'examen, est-ce qu'on doit travailler avec mettre notre calculatrice en mode exponentiel ou c'est correct de. C'est correct de le laisser en mode normal. C'est juste que des fois, tu as comme beaucoup de zéros à faire. Puis là, si tu te presses dans le temps, ça se peut que tu oublies un zéro. Puis là, je t'enlève des points pour une erreur d'inattention. Mais c'est pas grave de le laisser en mode normal et non pas en mode scientifique. Ok, merci. Lydia, vas-y. J'aurais deux numéros dans le cahier que je comprends pas comment faire. J'aurais page 282, numéro 2. Je suis un peu perdue. 282, numéro 2. D'accord. Émilie, j'ai vu ta question sur le chat. J'ai oublié d'y répondre. Je pensais que c'était lié. Non, je vais y répondre après. Tu es la prochaine sur ma liste. Fait que 282, numéro 2, t'as dit? 282, numéro 2. Ouais, je sais pas comment commencer, genre. Ben, comme on dit que c'est d'ordre 1, on te dit que la vitesse et la constante de vitesse, ça, c'est le K. Fait qu'on te donne déjà le K et on te donne déjà l'ordre, c'est-à-dire l'exposant. Fait que tu peux conclure que le C H2 2O, comme il est gazeux, il y a une concentration, donc on va le mettre là. Et on dit qu'il est d'ordre 1, donc il est à la 1. Avec la vitesse, c'est égal à une constante qui est de 2 fois 10 à la moins 4 fois la concentration de ton S2, de CH2 2O, qui est de 0,025 à la 1. Donc, voilà, c'est comme ça que tu vas répondre à ton problème. L'inconnu, c'est quoi de la vitesse? C'est juste du pitonnage pour trouver 5 fois 10 à la moins 6. Ah, ok, merci. Puis l'oxyde d'éthylène, c'est le CH2, blablabla. Ouais. Ok, c'est Parce qu'on bon. dit la décomposition de l'oxyde de d'éthylène. Fait qu'on dit que c'est de l'oxyde d'éthylène. Ok, c'est bon, merci. Puis mon deuxième truc, c'était pour la page. Page 256, B et C, du numéro 7. OK, mais ça ne te dérange pas, Lydia. 250. OK, attends un peu. Je vais juste te dire. Je ne vais pas te dire de nouvelles matières. Je vais répondre aux questions de ceux qui restent. Puis je vais répondre à Émilie qui a écrit une question sur le chat. Donc, si jamais vous voulez quitter, il n'y a aucun problème. Je vais garder l'enregistrement ouvert aussi si jamais il y a des questions importantes. Mais je pense que ça va être des questions plus du formatif qui va être jusqu'à la fin de la récupération. Donc, bonne étude, bonne chance et j'espère vous revoir le plus tôt possible en présentiel. Donc, Lydia, tu m'as dit 200? 256. 256. « 256. Ce que tu dois comprendre dans un problème comme celui-ci, tu remarques
que la concentration d'éthanal, de CH3CHO, diminue. Et c'est normal que sa concentration diminue parce que c'est un réactif. Mais ce que tu remarques, c'est que une mole de ça se transforme en une mole de ça et une mole de ça. Et donc, par rapport stoichiométrique, on est capable de déterminer la quantité de produit qui va être formée. Si on a passé de 1 à 0,877, on peut dire qu'on a perdu 0,123. Si on a perdu 0,123, on peut conclure, comme c'est un rapport 1 pour 1, qu'on a créé plus 0,123. Et donc, on est capable de faire notre tableau en disant, si j'ai perdu 0,123, ça veut dire que j'ai gagné 0,123. Et ainsi de suite pour toutes les autres. Là, on va avoir perdu 0,219 ici. Donc, on va avoir gagné 0,219 ici. Mais si ce ne serait pas 1, puis ça serait 2. Si c'était 2, ben Ouais. là, on aurait fait ça fois 2. On aurait fait ça fois 2. OK. Est-ce que ça va, Lydia, pour cette page-ci? Ouais, c'est juste que B et C, je les ai pas eus, mais je comprends pas pourquoi, genre. Ben, la vitesse est une variation de concentration sur une variation de temps. On a donc 50 secondes, puis on a passé de 1 à 0,588. Donc, on a 8 fois 10 à la moins 3. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais fait comme calcul. Mais c'est la pente qu'on va avoir à calculer ici. Là. Ouais, c'est ça. J'ai fait le même calcul, mais je pense que c'était juste une erreur quand j'ai vu sur ma calculatrice, certainement. Puis le seul-là, oui, tu peux le faire en faisant une séquence avec ces points-là. Comme tu peux dire, comme la vitesse, c'est 1 pour 1, ben, ça va être la même vitesse par rapport stoichiométrique, on peut le déterminer aussi. Ok, ouais, fait que vu que c'est 1 pour 1, on n'avait pas besoin de faire des calculs pour celui-là? Exact, c'était la même vitesse. Ok, c'est bon, merci. Et là, désolé, j'ai eu de la misère à voir c'est qui a répondu en premier, donc je vais y aller dans l'ordre qui apparaît sur mon écran. Donc, Sveta, tu as posé des questions. On va y aller avec Émilie, que ça faisait longtemps qu'elle avait une question sur le chat. Donc, les unités de l'ordre 1, oui, pas de problème. L'ordre, on va aller dans les notes de cours. L'ordre 1 qui est de 1 par seconde, c'est parce que ta vitesse générale est égale à K fois la concentration de ton A à la 1. Comme on veut être en mol par litre seconde en vitesse générale et que celui-là est en mol par litre à la 1, ben, ce qui manque, en fait, il manque juste 1 sur seconde pour avoir des mols par litre seconde, mol par litre seconde. C'est pour ça que c'est juste 1 sur seconde, les unités du K lorsqu'il est d'ordre 1. Yasmine, vas-y. C'est un peu la même chose parce que je comprends pas comment je suis censée mettre l'exposant quand on parle de l'unité. Genre ce que vous avez fait, genre litre exposant 3 par mol, ouais. Ben, une fois que tu as trouvé les exposants, ça devient un automatisme. Tu as trouvé l'exposant 1 et l'exposant 3. La somme des deux, c'est ton ordre global, c'est un ordre 4. Comme il est d'ordre 4, 1 plus 3 nous donne 4, on fait juste regarder dans notre tableau. Puis 4, c'est des litres cubes par mol cube seconde. Ok, donc c'est comme si on mémorisait le tableau des unités. Oui. Genre, oui. Ok, mais comme tu as le droit à une feuille à mémoire, c'est même pas de la mémorisation, c'est juste. Tu fais juste l'écrire dessus. Ok, ouais, merci. Sveta, vas-y. Moi, je me demandais, OK, pour ce que vous avez dit tantôt, pour les intervalles, pour la séquence, quand on dessine la séquence, quand vous disiez l'intervalle, est-ce que c'est les deux angles qui doivent être similaires? Non, la séquence, l'intervalle, c'est un espace de temps qui est plus grand. Comme on a les 10 premières secondes, ben c'est sûr, l'intervalle, il est sur 10 secondes.
Fait que comme il est sur 10 secondes, on a 2 points sur le graphique, 0 et 10. OK. Et c'était quoi le truc que vous avez dit? Vous avez fait genre un dessin avec 14, 16. Et j'avais Ouais, pas trop compris. ce que sur ta séquente, sur ta tangente, excuse-moi, normalement, il faudrait que, mettons, on veut la pente à 15 secondes, il faut que 1 seconde plus tard et 1 seconde plus tôt, là j'ai mis 1 seconde, ça pourrait être 3 secondes, ça pourrait être 4 secondes, tant qu'on a le même espace de temps de chaque côté, on devrait avoir le même espace approximatif, là, sors pas ta règle, mais il faudrait que normalement, on ait toujours le même angle de chaque côté de la tangente. OK, donc ça, c'est juste pour vérifier si on l'a bien tracé. C'est pas... Exact. OK, merci. Abdel, vas-y. Ouais, pour les exercices de l'examen, pour savoir c'est quelle situation qui est la plus vite. Est-ce qu'on peut juste comparer les vitesses générales de toutes les réactions? C'est une très bonne idée. Ok, merci beaucoup. Nathan, vas-y. Ça avait rapport avec l'examen. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait des données inutiles? Rien n'est impossible. D'accord, merci. Et aussi, j'ai une autre question. Dans le cahier, c'était écrit que, par exemple, c'est une réaction d'ordre 1 ou d'ordre 2. Est-ce que ça veut dire que tous les réactifs ont un exposant à la 2 ou à Non, la 1? c'est la somme des... Si la réaction est d'ordre 2, ça veut dire que la somme de tous les exposants est d'ordre 2. Est à la Ok. 2. Ok, ouais. Merci. Lina, vas-y. Donc, j'avais une question par rapport lorsqu'on avait une concentration et que, par exemple, on nous dit qu'on avait du HCl aqueux qui a une concentration de 0,5 mol par litre. Puis après, on dit que le volume de la solution est de 2 litres. Puis après, on veut savoir c'est quoi la vitesse par rapport à un des produits ou des réactifs. Ok, attends. T'as mis trop d'informations en même temps. Tu me dis, répète ça. Par exemple, on a une concentration de HCl de 0,5 mol par litre. Ouais. Et que, par exemple, on dit que le volume de la solution est en 2 litres. Ok. Et qu'on cherche la vitesse dans un des produits, on a la durée de réaction genre et tout. Des fois, je me demande si, parce que je fais des étapes, mais je me demande si je les fais dans le bon ordre. Il n'y a pas d'ordre, en fait. Il y a plusieurs possibilités. Là. C'est pas, Parce que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je mets d'habitude, d'abord, je convertis sur 2 litres pour trouver le nombre de moles. Et, euh, et après, genre, je calcule la différence du nombre de moles. Puis après, je mets sur le temps. Je trouve moles par seconde. Puis après, je trouve ma vitesse comme ça. Est-ce que je peux? pourquoi pas? Ok, mais on n'est pas obligé de garder mol par litre par seconde. On peut aller en mol par seconde. Tout à fait. Ok, merci. Mais tu pourrais aussi travailler en mol par litre seconde. Mais pour travailler en mol par litre par seconde, il suffirait juste de diviser par le volume de la solution. Non, tu es déjà en mol par litre. Fait que pour travailler en mol par litre seconde, il faut juste diviser par le temps. Ah oui, c'est vrai. Merci. Mathie, vas-y. Je me demandais, quand on veut trouver le taux de variation pour comme sur une séquence ou une tangente, est-ce qu'on peut prendre n'importe quel point qui se trouve sur la droite? Ou faut que Oui. ça soit comme le point de la courbe, genre? Aucun problème, n'importe quel point. OK, merci. Puis aussi, à la page 293, le numéro 15, ça nous demande quelle vitesse et laquelle réaction va le plus rapidement. Puis quand on trouve la vitesse en grammes secondes, il y en a une qui est plus rapide, puis ensuite, quand on la met en mol, elle devient plus lente. Mais je comprends pas pourquoi. Ben, parce que comme ton CA3NO3-2, c'est une grosse molécule, ben, assurément, si pour
la même vitesse en mol par seconde, ben, ça va assurément être une plus grande vitesse en grammes par seconde. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler en grammes. Le gramme est trop est pas universel, dépend de la taille de la molécule. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler en mol lorsqu'on fait de la stochio ou lorsqu'on compare des vitesses. OK, merci beaucoup. C'est rendu à cacher. Lydia, vas-y. J'arrête deux trucs. C'est quoi l'expression de la loi? Genre, dans un numéro, il est écrit « Quelle est l'expression de la loi de vitesse de cette réaction? » C'est juste VG qui est égal à K, concentration de A à la... Mets ton exposant. Ah, ok. Fait que... Mais est-ce que, genre, la concentration, c'est un chiffre ou c'est, genre, juste la molécule? Non, ça va juste être la molécule. Ok, c'est bon, merci. Puis, mon deuxième truc, c'était le truc pour la page 267, numéro 8, pour quand on ajoute un plus grand, volume d'acide. Quelle page, c'est moi? 277. OK. Numéro 8D. Ouais. Je pensais que j'avais compris, mais finalement, je comprends plus. OK. Si tu le fais réagir dans un plus grand volume d'acide, on devrait dire à la même concentration. Parce que comme ton acide, il est aqueux, si j'ai 50 millilitres à 0,5 mol par litre ou 100 millilitres à 0,5 mol par litre, les deux ont, lui, il a un plus grand volume, mais les deux ont la même concentration. Comme ils ont la même concentration, ils ont la même vitesse. Mais techniquement, genre, vu qu'on garde quand même le même nombre de solutés, ça va pas, genre... On ne garde pas le même nombre de solutés. On rajoute de la solution, donc on rajoute à la fois du soluté et du solvant. Ah, ok, fait quand on veut dire que quand on dit un grand volume d'acide, c'est pas seulement le HCl, mais c'est aussi le ZN? Ben, le ZN, il est solide, il est dans le fond, mais Ça va pas changer la vitesse de la réaction? Non. Ok. Ok, c'est bon, je pense que j'ai compris. Merci. Louisa, vas-y. Oui, monsieur, je me demande. Ben, parce qu'en fait, mon Wi-Fi a coupé un moment, puis je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais à la page 289, numéro 4B, j'ai pas trop compris comment trouver l'ordre à ce moment-là. 289, numéro 4B. Parce qu'on donne la température, mais est-ce que c'est une information importante? Non, c'est les unités. Ah, ok. Donc, c'est avec le... Puisqu'on a l'unité du cas, on peut trouver l'ordre de la réaction. Ouais, c'est ça. Ah, et puisqu'il y a un seul réactif, ben c'est l'ordre du réactif. Merveilleux. Ah, super. Et j'aurais une autre question aussi. Attendez, je vais noter. Attendez. En fait, c'est que quand on a un ordre de 0, parce qu'il y avait une question qui disait que l'ordre était de 0 parce que la vitesse était constante, et aussi ça disait que si c'était 0, la vitesse était égale à k. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Oui, ben en fait, la vitesse est égale à k, concentration de A à la ordre. Ah, étant donné que si c'est 0, ça va faire exposant, ça va devenir 1, puis là après... Ah, ok, je vois. Ok, super. Puis ça, c'est quand la vitesse, elle est constante, c'est toujours... l'ordre est toujours de 0. Oui, c'est ça. C'est la seule façon qu'elle ne va pas être influencée par la concentration des réactifs. Comme elle n'est pas influencée par la concentration des réactifs, elle ne va pas changer tout au long de la réaction. Du coup, quand c'est une droite, c'est toujours constant la vitesse. Voilà. Parfait. Et ma dernière question, c'est... Ah oui, par exemple, on va dire qu'on a dans une équation un élément qui est gazeux et un élément qui est aqueux. Si on a sa concentration en mol par litre par seconde, est-ce qu'avec la stoichiométrie, on peut faire des proportions, mais, même si ce n'est pas le même état ou non? Il n'y aura pas ça à l'examen.
OK, super. Parce que je me demandais, parce que justement, dans le premier numéro, il y avait du H2 gazeux et il y avait du HCl aqueux. Donc là, si j'avais la concentration en mol par litre par seconde, est-ce que je pouvais tout de suite transférer par stoichiométrie ou que c'est pas le même état, je peux pas? Tu peux pas. OK, c'est ça que je me disais. Super. OK, donc je pense que ça conclut mes questions. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Isabella, vas-y. Je me demandais, est-ce qu'on est capable de déterminer la réaction déterminante sans graphique? Oui, mais pas l'exemple. Ok, parce que je pense que j'avais vu des numéros comme ça dans les pages et je savais pas trop quoi faire. Je ne penserais pas, par contre. C'est beau problème. Ok, merci. Je vais répondre aux questions du chat. Pour la formule, est-ce que les concentrations viennent uniquement des réactifs? S'il y a un aqueux ou un gaz dans les produits, faut-il l'utiliser? Non, Bardière, c'est juste les réactifs. Parce que c'est les réactifs qui font des collisions efficaces. Donc, le fait d'avoir des gazeux ne change absolument rien. Des gazeux ou des aqueux dans les produits ne change absolument rien. Numéro 15, la 260. Numéro 15. 260. Oui. On va commencer par ça. Donc, on va le faire rapidement, Émilie. Si c'est pas, si tu as besoin de plus de temps, écris-le dans le chat. Je ne vais pas faire les calculs, mais juste te faire comment le faire. Donc, on sait qu'on veut en mol par litre seconde. On a le volume, la température et la pression. Bien, on sait que PV est égal à nRT. La pression est de 60, le volume de 0,25. On va chercher le nombre de moles avec 8,31 et 298. Ça va nous donner notre nombre de moles. Ce nombre de moles-là, on le veut par litre. Donc, on va le diviser par 0,25 litres. Et par seconde, donc on va le diviser par notre temps qui est de 120 plus 28, donc 148 secondes. Donc ça nous donne notre vitesse pour le premier. Est-ce que ça va, Émilie, pour ce problème-ci? Pour 260, numéro 6. 260, non. Page 6, numéro 284. Excuse-moi, je l'ai dit à l'envers. 284, numéro 6. Ce qu'on te demande, c'est quoi la constante de vitesse? La constante de vitesse, c'est le K. Et on sait que on peut trouver que lorsque j'ai doublé le N2 au 5, ça l'a doublé la vitesse. Et donc, on peut conclure que 2 à la 1 donne 2. Donc, le N2 au 5, il est à la 1. Conséquence, on a maintenant toutes les informations pour trouver le K. Je prends le premier qui va me dire que 5,2 fois 10 à la moins 4 nous donne le K fois le 0,1 à la 1. Et on va trouver la constante qui est de 5,2 fois 10 à la moins 3. Finalement, le 15 de la page 293, s'il y a de quoi, je vais trop vite, tu me le dis, Émilie. 15 de la page 293. Ben c'est ça, on l'a expliqué rapidement. Pour comparer des vitesses, il faut qu'on trouve la vitesse générale. Donc, pour trouver la vitesse générale, on ne peut pas comparer ça en grammes parce que ce n'est pas le même réactif. Et donc, il faut qu'on compare en mol. Mais attention, on ne peut pas juste comparer en mol. Il faut qu'on compare en mol. Oups. Émilie, le A, comment on le fait pour le numéro 6? Le A, ici, en fait, ça c'est 296, je pense que le A, en fait, c'est juste que la vitesse, c'est K fois le N2 au 5 à la 1. Fait que c'était juste l'expression. C'est quoi l'exposant?
Puis après ça, on te demande c'est quoi la valeur du K. Moi, je l'aurais fait en fait en une seule grande question. J'aurais dit quelle est la valeur du K et son expression pour que tu le fasses en deux, mais comme eux l'ont fait en deux problèmes différents, je l'ai gardé comme ça. Et finalement, pour ce problème-ci, ben, oui, on est capable de le transformer en mol par seconde pour les deux, mais comme on remarque qu'ils n'ont pas le même coefficient, ben, on ne peut pas comparer des vitesses de deux molécules différentes quand ils n'ont pas le même coefficient. Et donc, c'est pour ça que là, la vitesse générale est importante. On va le diviser par 2 pour avoir la vitesse générale et on va le diviser par 4 pour avoir la vitesse générale. Maintenant que c'est des vitesses générales pour les deux, on peut déterminer que celui-là est plus gros. Donc, on peut conclure que celui-là a une vitesse générale qui est plus grande. Émilie, est-ce que ça répond à toutes tes questions? Fantastique qu'on est rendu à Emmanuel. Oui, j'ai pas compris pour la conversion de mol par litre seconde en kilopascal seconde pour la transformation d'unité de vitesse. Ben, si j'ai quelque chose à 5 mol par litre seconde à 298 Kelvin, ben, ce qu'on peut conclure, c'est que j'ai 5 mol dans 1 litre en 1 seconde à 298. Donc, quand je vais faire mon PV est égal à nRT, ma pression, c'est ce que je recherche. Lorsque j'ai un volume de 1 litre et que j'ai 5 mol. Et donc, je vais avoir 5 mol fois 8,31 fois 298. Ça va me donner une pression. Et cette pression-là, elle est dans 1 seconde, donc par seconde. OK, merci. Sinon, c'est pour... Je suis allé trop vite ou c'est beau, Manuel? Non, j'ai compris, merci. L'autre question, c'est pour le numéro de révision, l'exercice qu'il y avait dans la planification. Quand vous avez trouvé la vitesse générale, c'était en mol par seconde. Vous avez écrit 12,5 mol par litre seconde, qui est égal à 25 mol par seconde. Puis après, vous avez converti avec le 2 litres. J'ai pas compris ce bout-là. Ah, ben en fait, le 12,5 mol par litre seconde, c'est la bonne vitesse générale. C'est ça que tu as trouvé en faisant 0,25 fois 5 fois 10. Mais comme nous, on recherche la vitesse générale du H2O, et le H2O, il est liquide, on ne peut pas être en mol par litre seconde. On doit être en mol par seconde. C'est pour ça que j'ai transformé mon 12,5 mol par litre, donc 12,5 mol dans 1 litre, en 2 litres, pour dire c'est 25 mol. C'est donc la même chose que 25 mol par seconde. Ce 12,5 mol par litre dans 2 litres. OK. Merci. Louisa, vas-y. Moi, en fait, j'avais une question. Dans les notes de cours, à la page 41, il y a 2 vitesses générales, mais c'est juste ça que j'avais pas trop compris si on prenait en compte le solide ou pas, le liquide. La page 41, tu dis. Ouais, dans les notes de cours. Ça dit quelle est la vitesse générale. Puis il y avait 2 notes de vitesse qui étaient mises dans le corrigé. Et je me demandais c'était laquelle qu'il fallait prendre. Ben, les deux sont possibles parce que la vitesse générale peut s'exprimer en mol par litre seconde ou en mol par seconde. Mais, ok, d'accord, c'est-à-dire que je peux choisir celle que je veux, dépend selon l'unité de mesure. Exact. Donc, la vitesse générale, c'est pas toujours en mol par litre seconde, ça peut être en mol par seconde dans ce cas-là. Dans ce cas-là, oui.
Mais quand tu fais VG est égal à contre K, blablabla, elle est toujours en mol par litre seconde. Donc, c'est seulement dans la loi de la vitesse que c'est en mol par litre seconde et dans les autres, ça peut être en mol par seconde. Tout à fait. Excellent. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Pareillement. Ména, vas-y. C'est juste que dans le livre, ils disent que la nature des réactifs peut influencer le graphique de énergie par rapport à la progression. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y aura ça dans l'examen? Non. Non, ok. Parce que c'est juste la nature des réactifs. Si c'est une plus grosse molécule, nécessairement, il y a une plus grosse énergie d'activation, donc ça va être visible. Mais okay. C'est ça. Ok, merci. Donc, Yanis, Émilie, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne étude. Bonne journée à tous. Oui, monsieur. Salut!